Donc, un certain nombre d'entre vous étaient déjà là lorsque je suis intervenu devant la presse. Ce que je veux faire maintenant dans mon intervention, c'est en quelque sorte un effort pédagogique, en quelque sorte présenter un argumentaire sur la position du Front National, de la liste pour la direction de laquelle j'ai été investi, donc par le Front National, pour cette campagne régionale des Pays de la Loire. Il y a plusieurs éléments dans la prise de décision du refus de Notre-Dame-des-Landes, je le disais tout à l'heure, mais je vais repréciser un certain nombre de choses. Tout d'abord, c'est une position traditionnelle du Front National. Nous ne nous inscrivons pas dans la continuité des partis traditionnels. Je pense d'ailleurs que les succès des partis nationaux autrichiens ou suisses de ces dernières semaines justifient d'ailleurs notre positionnement politique. Ils sont en train, d'une certaine façon, de déborder les partis traditionnels en recueillant les suffrages d'électeurs de gauche déçus, mais également de plus en plus d'électeurs de ces grands partis attrape-tout conservateurs qui sont souvent de formidables obstacles à l'évolution démocratique des grandes nations européennes. Parce que bien évidemment, si on crée les alliances qui vont du centre-gauche à la droite, on s'interdit par définition toute ligne claire. Et comment proposer une alternance lorsque l'on part du modem jusqu'à sens commun? Forcément, on est obligé de faire un choix. Nous avons fait un choix qui est de refuser ces catégories intellectuelles fausses. Nous nous situons, comme l'avait défini dès les origines Jean-Marie Le Pen, et comme le poursuit bien évidemment fort brillamment Marine Le Pen, nous nous situons dans cette phrase qui est une sorte de mot d'ordre initial, qui est finalement rendre la parole au peuple. Rendre la parole au peuple, nous avons proposé souvent la formule du référendum au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental ou municipal. C'est une pratique qui existe dans de nombreuses démocraties modernes. Il y a la Suisse, il y a beaucoup d'États des États-Unis, il y a d'autres des démocraties dans le monde qui utilisent cette technique démocratique, qui a un énorme avantage, c'est de permettre de dénouer à un moment donné des débats, de finalement faire en sorte que rien ne se dramatise. Je pense que les zadistes n'existeraient pas s'il y avait eu un référendum avec un vrai débat démocratique dans notre région. Donc nous nous situons là dans une alternance. C'est-à-dire que nous ne voulons pas n'être qu'une seule alternative qui serait plus ou moins de droite, plus ou moins de gauche. Vous savez, très souvent les journalistes, la grande presse, les observateurs sociopolitiques essayent de voir ce qui dans le front vient de la gauche, vient de la droite, serait plus de droite, serait plus de gauche. Et je pense qu'ils n'ont pas compris que le Front National se situe dans une continuité historique, qui est une continuité française, qui fait qu'à intervalles fixes, de grands rassemblements ont lieu sur une idée qui n'est pas politicienne, qui n'est pas d'ordre d'alliance parti, mais sur l'idée d'un grand mouvement d'union nationale pour tout simplement bâtir un salut national. La France a connu cela à de très nombreuses occasions dans son histoire, souvent d'ailleurs au bord du gouffre, parce que les Français ont un énorme défaut, c'est qu'ils ont une forme de légèreté qui fait que très souvent, ils pensent que ça ira toujours mieux demain, jusqu'au moment où, au bord du précipice, ils se rendent compte qu'il faut se ressaisir. Alors évidemment, il y a la figure emblématique de Jeanne d'Arc, mais il y a eu de nombreuses fois où ce sursaut a eu lieu lorsque Louis XIV a réussi à sauver in extremis la France de l'envahissement, lorsque, au moment aussi de la Révolution française, la patrie en danger, ça s'est revu en 1870, lorsqu'il y a eu un espèce de sursaut pour essayer de sauver la patrie, lorsque, au début de la guerre de 14, la France a failli être écrasée, etc., etc. Et donc, pendant la dernière guerre, où aussi il y a eu cette idée d'un sursaut national qui sauverait la France de l'occupation, même si ça a été une question qui a beaucoup divisé les Français. Et je pense que c'est aujourd'hui, pour nous, un moment historique du même ordre, dans le cadre d'une Europe qui nous abandonne après nous avoir opprimés et nous avoir privés de notre souveraineté. Alors, au niveau régional, eh bien, le Notre-Dame-des-Landes, d'une certaine façon, est une sorte
j'allais dire, de marqueurs chimiques de cette décomposition du système politique français. Et donc, quand nous voyons aussi bien Christophe Clergeau, candidat socialiste, que Bruno Retailleau, candidat des Républicains, être favorable au projet de Notre-Dame-des-Landes, eh bien nous nous disons que forcément, ce ne sont pas des idées démocratiques qui les font s'unir. Et que nécessairement, ce que je disais tout à l'heure, il y a des intérêts, de puissants intérêts, qui font que des candidats pressentis à l'élection présidentielle, dont ils sont les représentants locaux, des géants du BTP, sont à la manœuvre, et on le sait régulièrement, mais on le sait toujours avec retard en France. Des journalistes publient des enquêtes, souvent beaucoup trop tard, qui nous expliquent certains modes de financement de certaines campagnes politiques. Il y a eu le scandale de l'UIMM, qui était un scandale majeur de la démocratie française, qui finalement n'a pas donné lieu à une seule peine de prison, si ce n'est symbolique, alors que des milliards avaient été déversés, non seulement aux partis politiques, mais aux syndicats. Voilà pourquoi moi j'ai une accusation extrêmement forte et brutale concernant Notre-Dame-des-Landes. Je pense que nous sommes actuellement, à travers le brouillard des mots, dans une sorte de configuration semblable où des intérêts privés ont pris en otage le bien public. D'où notre idée du référendum local sur la question, que je reprendrai régulièrement pendant cette campagne, puisque nos adversaires disent qu'ils ont le soutien de la population, qu'ils le démontrent. Il ne suffit pas de le dire pour que ce soit vrai. Et nous acceptons le suffrage universel. Nous pensons qu'un référendum permettrait de dégager un consensus, peut-être contre notre opposition. Mais au moins, le débat aurait eu lieu. On aurait pu dire quelles sont les raisons qui s'opposent à ce projet. Or, pour l'instant, elles ne sont pas dites. Alors, je ne vais pas y revenir parce que d'autres y reviendront après moi. C'est bien évidemment l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique qui est adapté aux besoins et qui peut le rester très longtemps. C'est le fait que la ZAD n'est en réalité, ce que vient de très bien expliquer Gauthier Boucher, pardon. La ZAD n'est qu'une forme d'expression d'une idéologie utopiste anarchiste qui utilise le thème de Notre-Dame-des-Landes comme elle aurait utilisé n'importe quel autre thème, comme on le voit régulièrement. On l'a vu à Sivins, lorsque des anarchistes se sont emparés d'un sujet qui était local et agricole et en ont fait un drame avec la mort d'ailleurs d'un manifestant inconscient. Voilà, donc je pense que le rêve des zadistes, ce serait d'avoir un mort, parce que ça leur permettrait d'exister et de justifier leur anarchie, qui pour l'instant n'est pas justifiée, sauf dans l'utopie. Or l'utopie, c'est nulle part. Et nous sommes dans un terroir, nous sommes dans une région, et nous voulons nous situer ici, j'allais dire ici et maintenant, comme disait François Mitterrand, comme titre d'un de ses livres. Mais cette minorité donc d'ultra-gauche n'a rien à voir avec notre position, que ce soit très clair. Je l'entends souvent dire, vous êtes alliés de l'extrême gauche, vous avez la même position que la gauche. Un ou deux journalistes tout à l'heure me l'ont fait remarquer. Je pense que c'était un effet de langage, parce qu'en réalité, nous n'avons rien à voir avec l'anarchie, ni avec l'utopie. Nous sommes dans le réel. Alors les Verts, par exemple, les Verts sont dans une position difficile, politiquement. Ils se sont ralliés à M. Clergeau en partie. François de Rugy, lassé de l'espèce de logomachie néo-marxisante de la plupart de ses camarades des Verts, a choisi de les quitter, a rejoint le Parti socialiste. On sait qu'il était favorable à l'instillation d'une dose de proportionnelle législative au niveau régional. Il n'a pas été écouté à l'époque. Enfin, disons qu'il a subi l'opposition de M. Valls et il a rejoint les socialistes dans cet espoir. Donc, pour l'instant, il se tait. C'est d'ailleurs assez étonnant de voir des Verts abandonner leurs convictions dans l'espoir de pouvoir créer un groupe parlementaire grâce à la proportionnelle. Et moi, je lance là, je fais un constat, c'est où sont les convictions de gens qui prétendent défendre l'environnement, mais qui, à la moindre occasion politicienne, abandonnent leurs convictions pour essayer de s'insérer dans un jeu politicien des plus classiques. Je dirais qu'aujourd'hui, les Verts sont devenus des sortes de radicaux socialistes, des rois de la combinaison. Vous savez, les radicaux socialistes, sous la 4ème République et sous la 3e, faisaient partie de tous les gouvernements. Eh bien, on a l'impression que les Verts sont en train de devenir les radicaux socialistes de la 5e République. Ils sont prêts à servir tous les gouvernements,
de centre, de droite, de gauche. Et pour ça, il leur faut un instrument politique, c'est la proportionnelle, qui leur permettrait de faire croire qu'ils ont une véritable consistance, sans avoir réellement une véritable assise populaire forte. Donc nous nous opposons à cela, car nous pensons avant tout au bien commun. Alors le bien commun, c'est quand même ce qui fonde la démocratie. Le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple, n'a pas d'intérêt si ça n'est pas au service du bien commun, c'est-à-dire de conception politique qui repose sur une morale minimale, une morale publique, qui veut que ce soit le bien de tous et de chacun qui soit le premier critère de détermination, de prise de décision. Or, bien évidemment, nous le pensons, dans l'affaire de Notre-Dame-des-Landes, dans le processus de décision, dans le discours politicien qui l'entoure, le bien commun a été totalement négligé. Et j'attaque moi particulièrement M. Retailleau qui ne le supporte pas, mais je pense qu'effectivement, lui qui avait dit qu'il défendrait les intérêts de la Vendée, qui se présentait lorsqu'il s'est fait élire à la place de Philippe de Villiers, président du Conseil général à l'époque de Vendée, en disant « Vendée toujours, Vendée pour toujours, mon cœur est attaché à la Vendée ». À la première occasion, il a trahi, on quitte la Vendée déjà, après avoir augmenté la dette de 50%, mais surtout, il abandonne les intérêts des Vendéens. Car bien évidemment, cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes est une trahison particulière de la région, de la partie sud de notre région. Donc vous voyez bien que la notion de bien commun n'existe pas dans cette histoire, qu'il y a simplement, visiblement, des intérêts privés. D'autres que moi développeront la question des liaisons ferroviaires, de la possibilité qu'il y a d'améliorer la desserte de cet aéroport, de faire en sorte que cet aéroport soit parfaitement intégré à la vie économique, à la vie sociale, à la vie quotidienne des habitants. Vous savez tous que le transport aérien est destiné à connaître une grande évolution, que c'est un mode de transport qui a eu de très grands progrès techniques, qui consomme beaucoup moins d'énergie, de kérosène, de carburant qu'avant, les avions font beaucoup moins de bruit, 2 ou 3 fois moins de bruit, je crois, qu'il y a une trentaine d'années, et on peut penser qu'on aura un jour des modes de déplacement, des moteurs très écologiques sur le plan aérien, qui donneront à ce mode de transport finalement un nouvel âge. Voilà pourquoi un aéroport n'est pas quelque chose à prendre à la légère, bien au contraire, et au contraire doit être totalement inséré dans le maillage de transport régional. Alors, je pense que la question de la fiscalité, la question du coût induit, qui évidemment entraînera une fiscalité écrasante de ce projet, est soigneusement mis de côté. Je note d'ailleurs que la grande presse n'aborde jamais ce sujet. On aborde toujours les inconvénients qu'il y aurait théoriquement à garder l'actuelle installation, mais on n'envisage jamais une position chiffrée sur cette installation. Moi, en tant que tête de liste, avec mes amis de cette liste bleu marine pour la région Pays de la Loire, nous avons l'intention de faire émerger le débat, de telle sorte que l'on chiffre, que l'on parle enfin chiffres. Parce que c'est lorsque les chiffres sortiront que réellement la vérité sortira du puits, et on s'apercevra que finalement il y a un grand non-dit dans ce projet fou de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Il y a un non-dit quant aux intérêts privés, il y a un non-dit sur la négation du bien commun, il y a un non-dit sur le coût fiscal, le coût budgétaire de ce projet. Alors je pense que nous aborderons le sujet d'un second pont, des liaisons ferroviaires, d'une rocade, qui sont chiffrées entre 2, 3, 4 milliards, plus proche sans doute des 4 milliards, et la question de l'emploi que j'ai traité tout à l'heure, ce fameux mythe, qui a été un argument très habile d'ailleurs, qui n'était pas utilisé il y a quelques années quand on parlait de Notre-Dame-des-Landes, qui a été repris par certains milieux économiques, et par une association d'ailleurs, financée par certains milieux économiques liés au bâtiment. Les ailes, je ne me souviens plus quel est le nom de cette association. Les ailes, oui, les ailes pour l'Ouest, j'oubliais, qui ont lancé cet autocollant et qui ont fait croire à beaucoup de gens qu'en étant pour l'aéroport, on était contre la gauche. Ils ont su assez habilement
lier la question de l'aéroport à un combat droite-gauche. Alors évidemment, beaucoup de gens de droite qui n'aiment pas la gauche se sont dit c'est un programme de droite, puisque c'est un programme de gestion, de modernisation, alors que la gauche, c'est l'archaïsme. Mais ainsi, on a complètement escamoté le débat. Et moi, je trouve que ces gens de droite devraient réfléchir au fait que le gouvernement socialiste s'est rallié et défend ce projet, comme M. Retailleau. Et bien évidemment, quand on en est là sur les consensus, je pense que, on le sait en France, les consensus sont toujours des consensus faux, lorsqu'ils ne reposent pas sur une grande idée. Or là, ça ne repose pas sur une grande idée, ça ne repose que sur une analyse rapide, superficielle, et sur des intérêts. La question de l'environnement est également un sujet énorme. Nous sommes une région qui a une chance assez extraordinaire. Nous avons gardé des paysages préservés. Nous avons une agriculture bocagère. Et il est de fait que nous avons donc un environnement, une qualité de vie dans nos territoires qui n'existe plus nécessairement dans beaucoup de régions françaises de grande culture. Il est évident que les paysages traditionnels ont été préservés. Lorsqu'on regarde certaines gravures du château de Saumur, par exemple, dans les très riches heures du duc de Berry, eh bien, on reconnaît quasiment le château avec les vignes à ses pieds. Et ça n'a pas changé depuis 5 ou 6 siècles, 8 siècles presque, 7 siècles. Alors que dans d'autres régions de France, les paysages ruraux, les paysages ont été totalement bouleversés. Or, une des richesses de notre région, c'est cette qualité de paysage. Et donc détruire des milliers d'hectares, rendre difficile à habiter une zone immense entre Nantes et Rennes, c'est formidablement, de façon évidente, une espèce de suicide collectif sur la moitié d'un département. Nous avons déjà un aéroport, il est inutile de créer une zone supplémentaire qui détruira sur à peu près 20, peut-être un aéroport d'une vingtaine de kilomètres carrés, de la taille d'une agglomération comme Vertou, enfin d'une ville comme Vertou, et nous irons évidemment à parsec concentrique, nous atteindrons très vite plusieurs dizaines de kilomètres carrés qui seront en quelque sorte gelés techniquement et sur le plan agricole, sur le plan humain, etc. Il y a la question de la biodiversité. Je trouve très étonnant qu'au moment de la COP21, on nous vende cet aéroport. C'est assez étrange de voir la gauche, si sensible théoriquement à l'environnement, qui va dépenser plusieurs centaines de millions pour l'organisation de la COP21 sur une longue période, accepter avec une espèce d'inconscience, ou en tout cas de fausse inconscience, ce projet. Voilà pourquoi tous ces arguments justifient notre opposition. Je le répète, l'aspect budgétaire, l'aspect financier, l'aspect environnemental, l'aménagement territorial. Et enfin, j'avais insisté tout à l'heure devant la presse, la question de la démocratie et de la manière dont les décisions sont prises dans la société française, dans la démocratie française aujourd'hui, où une technostructure dans laquelle il n'y a plus de séparation entre le public et le privé, il n'y a plus de séparation, il n'y a pas de déontologie qui fixe la limite entre le public et le privé. Dans les sociétés anglo-saxonnes, il est admis que ce qu'on appelle le lobbying, du mot couloir, qui veut dire que les intérêts privés ont le droit d'approcher les élus, mais ils le font en se déclarant. On a le droit de faire des cadeaux aux élus, mais on doit les déclarer. Et aux États-Unis, les scandales qui ont lieu sur de la corruption, ça n'est pas parce que quelqu'un a reçu de l'argent, c'est parce qu'il a reçu de l'argent qui n'était pas déclaré ou insuffisamment déclaré. Chez nous, il n'existe rien. Le lobbying existe, on le sait. On sait très bien, tout le monde sait dans notre région, qu'un maire qui a construit un très grand stade a réussi à achever très vite une maison dans une île qualifiée par les Grecs de la plus belle, Calistée. Tout le monde aura compris de quoi il s'agit. Vraisemblablement terminée par une filiale du grand groupe du béton qui a construit le grand stade. C'est une chose que tout le monde sait dans la ville dont il est le maire. Et pourtant, ça n'a pas jamais donné lieu à une enquête. Il est étonnant qu'un journaliste de la presse régionale n'ait pas essayé de voir cette villa, les permis de construire, comment ça s'était construit. Après tout, il y a tellement d'enquêtes faites sur l'argent. Comment se fait-il qu'on soit beaucoup plus intéressé à créer de faux scandales sur le Front National et ne jamais regarder des faits faciles à vérifier, puisqu'il s'agit de construction, de budget, d'argent, etc.
Donc il est clair pour nous que l'aéroport Notre-Dame-des-Landes est une sorte de partie émergée d'un iceberg, et que nous, notre volonté dans cette histoire, dans cette campagne, c'est de montrer la partie immergée de l'iceberg. Nous voulons montrer aux citoyens de notre région qu'on leur ment, et qu'il n'y a pas que sur l'immigration, il n'y a pas que sur la souveraineté, il n'y a pas que sur l'islam, il n'y a pas que sur les choix de société, il y a également sur les processus de prise de décision des grandes infrastructures qu'on leur ment et qu'on leur cache la vérité. Voilà pourquoi nous sommes délibérément opposés à Notre-Dame-des-Landes, puisque c'est le thème de ce colloque, et que nous l'inscrivons dans un combat d'ensemble pour la libération du peuple français à travers le combat de ces régionales en Pays de la Loire. Voilà, je vous remercie.